Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe que passionnant, la domination mondiale du dollar. Comment une monnaie, au départ purement nationale, a-t-elle pu devenir le pivot de tout le système financier international? Pour le comprendre, on va plonger ensemble dans les rouages, dans la mécanique cachée de ce pouvoir, en s'appuyant sur les travaux de Seung Kyo de l'Institut coréen pour les alternatives politiques et économiques. Bon, allons droit au but. On commence avec un paradoxe qui saute aux yeux. Regardez bien. Le graphique de gauche nous montre que le poids de l'économie américaine dans le monde, il diminue. On est passé de 30% du PIB mondial à un peu plus de 25% en 20 ans. Logiquement, on pourrait penser que l'influence du dollar devrait suivre. Et pourtant, regardez à droite, c'est tout l'inverse. Le dollar domine plus que jamais la finance mondiale. Près de 90% des échanges de devises, presque 60% des réserves des banques centrales. C'est colossal. Alors comment expliquer ça? La réponse, elle n'est pas dans le commerce de marchandises. Non, elle est dans l'infrastructure. Voilà, donc notre point de départ, ce fameux paradoxe du dollar, une puissance financière qui semble complètement déconnectée de la puissance économique réelle. C'est comme si elle défiait les lois de la gravité économique. Alors comment ça tient? C'est ce qu'on va démonter ensemble, pièce par pièce. Mais attention, avant de parler de tuyaux et de circuits financiers, on doit faire un petit détour qui est absolument essentiel. Pour vraiment piger ce paradoxe, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'est l'argent aujourd'hui. Et vous allez voir, la réalité est plus proche d'une illusion comptable que de ce qu'on imagine. La question a l'air toute bête, presque naïve. Mais en vérité, la réponse est la clé qui ouvre toutes les portes pour comprendre le système. Alors au fond, l'argent, en 2024, c'est quoi? Et la réponse, elle est là sous nos yeux, avec cette image parfaite de l'iceberg. L'argent qu'on peut toucher, les billets, les pièces, ce n'est que la toute petite pointe qui dépasse. À peine 4% du total. L'énorme masse invisible, plus de 90%, c'est ce qu'on appelle de la monnaie de compte, de la monnaie scripturale. Concrètement, ce ne sont que des chiffres sur des serveurs informatiques bancaires, des reconnaissances de dettes. L'argent moderne n'est pas un objet, c'est un système comptable. D'accord, mais si ce n'est qu'un jeu d'écriture, qui tient le stylo? Eh bien, essentiellement, les banques commerciales. C'est le concept fondamental illustré ici, les prêts créent les dépôts. Quand une banque vous fait un crédit, elle ne prend pas l'épargne de quelqu'un d'autre. Non, elle crée de l'argent nouveau, à partir de rien. Elle inscrit le prêt à son actif et elle crée en même temps un nouveau dépôt à son passif. C'est de la création monétaire ex nihilo à partir du néant. Ok, maintenant qu'on a bien ça en tête, on peut enfin aller voir ce qui se passe dans la salle des machines. On va plonger dans ce qu'on appelle la plomberie du pouvoir. C'est l'ensemble de tous ces circuits, ces tuyaux invisibles qui forment le système financier mondial et qui expliquent l'hégémonie du dollar. Et dans cette plomberie, ce qui circule, c'est un fluide un peu particulier, les réserves. C'est une sorte de super argent que seuls les initiés manipulent. En clair, c'est une monnaie spéciale qui n'existe que sur les comptes de la Banque centrale. Nous, le grand public, on n'y a pas accès. Elle ne sert qu'à une seule chose, permettre aux banques de régler leurs dettes entre elles. C'est le dernier maillon de la chaîne de paiement. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le point absolument fondamental. On imagine souvent un système financier international qui flotte quelque part. Mais la réalité, c'est que le système mondial est une extension du système national américain. Chaque grande banque centrale de la planète, que ce soit en Corée, au Brésil, en Europe ou en Japon, pour pouvoir faire des paiements en dollars, doit avoir un compte bancaire. Et ce compte, il est domicilié à la Réserve fédérale américaine, la Fed, à New York. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple concret. Un importateur coréen achète des marchandises à un exportateur brésilien et doit le payer en dollars. Le paiement va transiter par tout un tas de banques et de banques centrales, mais le moment de vérité, l'instant où la transaction est vraiment finalisée, c'est quand un employé de la Fed à New York débite le compte de la Banque de Corée et crédite celui de la Banque du Brésil. C'est tout. Les dollars n'ont en réalité jamais quitté les États-Unis, tout n'est qu'un jeu d'écriture. On entend beaucoup parler de SWIFT, surtout quand il y a des sanctions. Mais il faut comprendre une chose essentielle, et cette image est parfaite pour ça. SWIFT, c'est juste une messagerie. C'est le facteur qui transmet l'ordre de virement. Mais ce n'est pas lui qui transporte l'argent. Les vrais camions de transport, les autoroutes sur lesquelles l'argent circule réellement, ce sont des systèmes comme Fedwire ou Ships. Et où sont-ils basés? Aux États-Unis. Sans accès à ces camions, un message SWIFT ne vaut rien. Vous l'avez compris, cette architecture si particulière donne aux États-Unis un pouvoir absolument considérable. Et ça nous amène directement à notre dernière partie, le roi de l'art. On va voir ses privilèges, comment il peut devenir une arme, et bien sûr, les challengers qui rêvent de le détrôner. Ce pouvoir, c'est ce que l'on nomme depuis les années 60 le privilège exorbitant. C'est simple, il y a 3 avantages majeurs. Premièrement, les États-Unis peuvent acheter tout ce qu'ils veulent au reste du monde en payant avec une monnaie qu'ils peuvent imprimer. Deuxièmement, leur dette est libellée en dollars, donc ils n'ont aucun risque de voir leur monnaie s'effondrer par rapport à leur dette. Et troisièmement, comme tout le monde a besoin de dollars, la demande pour la dette américaine est énorme, ce qui leur permet d'emprunter à des taux très très bas. Et ce privilège, évidemment, peut se transformer en arme.
Comme on l'a vu, les dollars ne sont que des écritures comptables à New York. Du coup, pour sanctionner un pays, les États-Unis n'ont pas besoin d'envoyer de soldats. Il leur suffit de geler les comptes, de débrancher un pays du système. On l'a très bien vu en 2022 avec la Russie. Du jour au lendemain, un pays peut devenir un fantôme financier, coupé de tout le commerce mondial. Mais attention, ce statut de roi a un prix. C'est le revers de la médaille, le fameux dilemme de Triffin, très bien résumé par cette balance. Pour que le monde entier ait assez de dollars pour fonctionner, les États-Unis sont obligés d'être en déficit commercial permanent. Ils doivent acheter plus qu'ils ne vendent. Ça arrange bien le secteur financier de Wall Street et ça permet aux Américains d'avoir des produits importés pas chers. Mais à long terme, ça a un effet dévastateur sur l'industrie du pays. Face à ce système et au risque de se faire débrancher, des alternatives commencent à émerger. Le concurrent le plus sérieux aujourd'hui, c'est la Chine, avec son propre système de paiement, le CIPS. L'objectif est limpide. Construire une nouvelle plomberie, un circuit parallèle, pour pouvoir faire des paiements en yuan sans avoir à passer par New York. C'est une sorte de police d'assurance géopolitique. Alors, si cette alternative existe, pourquoi est-ce que le dollar est toujours le roi? Pour 3 raisons principales. D'abord, la Chine contrôle très fortement sa monnaie. On ne peut pas l'échanger librement. Ensuite, elle refuse d'avoir un déficit commercial pour inonder le monde de sa monnaie, contrairement aux États-Unis. Et enfin, le plus important, la confiance. Avoir les tuyaux ne suffit pas. Il faut aussi des marchés financiers profonds, liquides et surtout des institutions fiables. Sur ce terrain-là, le dollar a encore une bonne longueur d'avance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir, ce n'est sans doute pas un effondrement brutal du dollar. C'est peu probable. Ce vers quoi on se dirige, c'est une fragmentation lente, progressive. L'utilisation du dollar comme arme pousse de plus en plus de pays à se tourner vers d'autres solutions. On va vers un monde plus multipolaire, où le dollar restera le numéro 1, mais devra cohabiter avec d'autres blocs monétaires autour du yuan ou de l'euro. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Une question qui va certainement définir une grande partie de la géopolitique du XXIe siècle et qui va redessiner les équilibres du pouvoir. Le monde est-il vraiment prêt pour un système post-dollar ? Voilà, c'est la fin de ce décryptage de la mécanique de l'hégémonie du dollar. Un grand merci au travail de Song Caillou qui a servi de base à cette analyse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.